Ça dit quoi? C'est votre émission hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, ça dit quoi? Avant tout, la réaction des Africains à l'intervention américaine au Venezuela. Maduro capturé dans son pays par Trump en pleine nuit. Et si on peut faire ça là-bas, pourquoi pas ici? Et puis les Afro-Américains, nouvelle vitrine du continent, stars invitées en grande pompe, passeport diplomatique, storytelling du retour aux sources. La presse nous livre son analyse sur une stratégie de communication assumée. Et puis c'est une grande perte également pour la presse marocaine. Tariq Bouidar, caricaturiste qui signe Rick pour l'économiste et Carlos pour le 360. La caricature, cet art qui dénonce et fait réfléchir. Mais d'abord, la guerre au Soudan, elle dure officiellement depuis plus de 1000 jours. C'est la pire crise humanitaire au monde, un conflit oublié et une paix loin d'être gagnée. Alors pourquoi ce silence et surtout à qui profite cette guerre? La presse nous répond. Et pour lire entre les lignes des papiers africains avec moi cette semaine, Bachir Thiam, rédacteur en chef chez Médian TV. Ça dit quoi, Bachir? Oui, ça dit que le feuilleton continue malheureusement. Effectivement. Et qu'il faut agir, je crois. Sur énormément d'éléments qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors c'est parti pour Ça dit quoi cette semaine? Comme on le disait en sommaire, cette semaine, le Soudan a franchi un seuil symbolique et tragique. 1000 jours de guerre, environ 3 ans de conflit. Et pour rappeler le contexte, tout commence après la chute d'Omar el-Béchir en avril 2019. L'armée promet une transition démographique, mais cette transition avortée débouche sur une guerre ouverte déclenchée le 15 avril 2023 entre deux hommes issus du même appareil militaire, le général Abdel Fattah el-Burhan, chef de l'armée régulière, et Mohamed Hamdan Dagalo Di Hamdeti, chef des forces de soutien rapide, les FCR, héritiers en partie des milices janjaouides. Et depuis, le pays s'est effondré, des dizaines de milliers de morts, plus de 12 millions de déplacés selon les Nations Unies. Et c'est aujourd'hui la pire crise humanitaire au monde, avec des régions entières inaccessibles à l'aide humanitaire. Un conflit donc massif, mais largement oublié de l'agenda international. Et dans ce contexte justement, le média Middle East Monitor raconte le retour du Premier ministre soudanais jusque-là en exil. Ce 12 janvier, il a déclaré 2026 comme année de paix. Disons que c'est peut-être un message d'espoir, mais qui contraste quand même violemment avec la réalité du terrain. Et justement, ce décalage, il est analysé aussi par Tsegab Amaré dans la revue The Horn Review, basée à Addis Abeba. C'est une revue qui est spécialisée dans les conflits de la Corne de l'Afrique. Et dans ce texte, le constat est qu'au Soudan, la guerre n'est plus une crise à résoudre, c'est un système politique assumé. On a des territoires entiers qui échappent à l'État central, des acteurs armés qui contrôlent les routes, les ressources, les populations et les flux économiques. Au fait, la violence n'est plus un accident du système, c'est le système lui-même. Et je me tourne à vous, Bachir. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une année de paix? C'est ce que le Premier ministre soudanais disait, alors que la guerre, comme le dit cet article qu'on vient de citer, est devenue le principal système politique au Soudan. Oui, tout à fait, parce que dans le contexte, en tout cas soudanais, je pense que ça relève déjà d'un paradoxe un peu politique déjà, très profond. Et puis, c'est un peu une fiction de parler de paix dans ces conditions, je crois. Parce que est-ce que ce n'est pas complètement lunaire même dans ce contexte? On peut même le dire, je crois, parce que ça va quand même très très loin. Parce que déjà qu'il y ait une revue spécialisée dans les guerres dans la Corne de l'Afrique, ça en dit long sur la situation justement. À la région. Et puis donc c'est une guerre qui dure depuis longtemps, vous l'avez rappelé. C'est devenu une mode de gouvernance finalement. C'est comme si on se faisait peur chacun, on se dit, bon, on se partage le pouvoir, puis il y a deux forces qui s'opposent depuis toujours, et entre les deux, il y a des petites forces qui naissent, qui disparaissent, et puis on joue à ce jeu-là. Qu'est-ce que ça dit de retour d'un Premier ministre en exil? Il n'était pas président de la République, un Premier ministre n'est pas élu, il est nommé. Oui. S'il est parti, il n'est plus Premier ministre, quoi. Il garde son titre, c'est symbolique. Qu'il revienne ou pas, ça ne change rien du tout. C'est aussi distraire l'opinion publique, l'opinion internationale surtout, quoi, pour dire que, bien écoutez, il est possible peut-être qu'on reparle de Soudan,
pour peut-être repartir encore sur de nouvelles bases. Mais ça fait des années qu'on le dit et ça fait des années que ça se répète. La communauté internationale à rejoindre ce mouvement de paix au Soudan, mais on a quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi surtout l'impression que tout le monde s'en fiche de cette guerre, en particulier au Soudan. Il y a des conflits dans d'autres régions du monde, mais celui-là, on le sait, c'est la pire crise humanitaire. Et donc, vous parliez d'un système, c'est devenu le système politique. Autrement dit, on pourrait croire que cette guerre, elle est rentable économiquement, géopolitiquement, politiquement. On a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, beaucoup de ressources, une communauté internationale qui a l'air de ne pas la prioriser. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre, au fait, cette situation en termes politiques, médiatiques, géopolitiques ? Comment est-ce qu'en tant que citoyen africain ou même soudanais, on peut comprendre ces réactions qui n'ont aucune logique les unes près des autres? D'ailleurs, personne ne comprend justement. Même les Soudanais ne comprennent pas. Parce qu'au fait, vous l'avez rappelé, c'est un théâtre de guerre qui dure. Un moment, on s'y intéresse, on fixe les zooms sur le Soudan, tout le monde parle du Soudan, et puis on se retourne comme si c'était fini. Ça a toujours été comme ça, le Soudan, depuis que la guerre a commencé. Et les guerres, d'ailleurs, ce n'est pas la guerre, c'est les guerres qui continuent. Et il y a des influences étrangères, bien sûr, qui tirent les ficelles de part et d'autre. Bon, chacun selon ses intérêts. On a parlé. Et quels pourraient être les intérêts? Oui, mais elles peuvent être stratégiques d'abord. D'abord, c'est surtout ça, économique aussi. Parce qu'après, le Soudan est un grand pays, un pays central aussi, hein, même si c'est excentré vers l'Afrique de l'Afrique de l'Est, en l'occurrence. Donc cette position géographique permet aussi à certaines puissances intermédiaires de s'établir dans la région et comment on dit ça, déployer leur influence sur la région. Parce qu'après, c'est une région quand même qui est très instable, la Corne de l'Afrique. Et les positions ne sont pas encore claires par rapport aux puissances qui veulent s'y installer. Il y a beaucoup de mouvements de puissances qui viennent. Et aujourd'hui, c'est les puissances intermédiaires qui arrivent. On a vu avec Israël qui vient vouloir peut-être encore imposer une petite partie de sa puissance dans cette région. Je crois que c'est pas fini encore. On en parlera sur le Soudan, je crois. On en parlera. On va passer aussi à la deuxième information de cette semaine. C'est la nouvelle stratégie de nation branding de marque pays, où des États africains invitent des stars afro-américaines à revenir aux sources pour renouer avec leurs racines, pour attirer le tourisme et surtout les investissements. Et d'ailleurs, ce 9 janvier, la Guinée a frappé fort. Guinée News rapporte que les acteurs hollywoodiens Megan Good et Jonathan Major ont reçu la nationalité guinéenne après des tests ADN révélant des origines en Guinée, en échange bien sûr des visites touristiques officielles encadrées, organisées par le ministère de la Culture. Sous cette marque, la Guinée, notre paradis pour justement promouvoir le patrimoine et surtout l'image du pays. Mais celui qui a fait les gros titres comme sur TRT Africa, c'est iShowSpeed, le youtubeur américain le plus suivi au monde, avec plus de 120 millions d'abonnés, qui est en tournée africaine dans une vingtaine de pays. Et ces vidéos sont devenues virales aux États-Unis. Elles font aussi réagir partout sur le continent. On a des réactions des jeunes afro-américains qui nous dépassent ici sur le continent. Ils pleurent à chaudes larmes et ils disent on nous a menti sur l'Afrique. Et en parallèle, on a les jeunes du continent qui sont un peu désabusés et qui se disent, ils se sentent un peu obligés d'expliquer que l'Afrique, c'est pas que la savane, la famine et la guerre. C'est ça. Mais la vraie conclusion, on va dire, pour les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est que iShowSpeed, en un mois seulement, elle a réussi à briser des stéréotypes majeurs sur le continent à l'échelle internationale. Et la critique qui est faite, c'est que les médias traditionnels, eux, n'ont pas réussi à faire ce qu'il a fait, alors que voilà, on est là depuis un bon moment. Hein. Et donc, dans Le Soleil aussi, autre média sénégalais, on a une analyse d'Ali Diouf qui, personnellement, m'a interpellée, parce que pour lui, le Sénégal, et plus largement l'Afrique, doit stimuler et structurer cette tendance. Et pour le Sénégal, il propose d'exploiter la notoriété mondiale de Kaby Lame. C'est une star aussi de TikTok qui a d'ailleurs été reçue par le président sénégalais. Et l'idée, c'est de cibler ces Afro-Américains, ces Afro-descendants qui sont prêts à vivre, investir ou s'installer en Afrique. Alors, Bachir, question qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens du continent. On n'est pas américains, donc peut-être qu'on ne comprend pas. Bon. Mais les États africains, eux, ont compris quelque chose. Et donc, comment ça se fait qu'ils misent sur les stars afro-américaines pour promouvoir leur pays à l'échelle internationale, d'après vous? Oui, parce que d'abord, on va dire que l'attention est devenue un capital politique, de manière générale. Donc les images, aujourd'hui, servent de canevas politique et diplomatique. De vitrine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir, ou ils reviennent en tout cas,
c'est quand même étonnant que des jeunes afro-américains se réveillent aujourd'hui et se découvrent de nouvelles nationalités ou de nouvelles origines en disant qu'ils sont guinéens. Parce que Guinée, c'est précis. Hein. Oui, c'est très précis quand même. On sait qu'en termes d'ADN ou de sang, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est une grande famille même, l'Afrique en termes de découpage géographique. Voilà, la Guinée n'existait pas quand on parlait encore des Américains noirs. Aujourd'hui, la Guinée, c'était le Soudan, c'était toute cette région-là. Donc aujourd'hui, dire que je suis guinéen ou sénégalais ou malien, c'est très compliqué quand même pour un Américain. Je pense que tu peux dire j'ai des origines africaines et je pense que ça suffirait. Africaine ou africaine de manière générale, ça suffirait. Mais de là à préciser le pays, je pense qu'il y a beaucoup de politique et de diplomatie derrière. Et puis bon, il y a aussi l'attrait des pouvoirs en place qui tendent là, qui veulent faire revenir ces influenceurs. C'est simplement pour porter leur message aussi. C'est des messages politiques et diplomatiques. En dehors de ça, je ne pense pas qu'il n'y a aucun intérêt à récupérer un TikToker. Vous avez parlé d'Abilam, qui est sénégalais, qui est plutôt italo-sénégalais. Parce que lui, il s'était établi en Italie, bon, il est devenu célèbre. C'est bien de porter comme ça des messages. Lui encore, c'est différent, il n'est pas afro-descendant. Non, lui, il est sénégalais. Il est sénégalais. C'est différent. Il a juste né et grandi en Italie. En Italie, voilà. Donc l'influence n'est pas la même. Donc c'est un canal géopolitique. C'est géopolitique et diplomatique, c'est simplement ça. Parce qu'il y a eu, avant ces nouveaux mouvements de retour aux racines, vous vous rappelez d'Alex Haley qui a écrit Roots, les racines. Et il s'est révélé être gambien parce que lui, il est parti d'un seul mot qui disait, le matin, il entendait ses arrière-grands-parents dire Bambilon, quoi. Il a repris ce mot, il est allé suivre ce mot qui voulait dire en gambien bonjour. Simplement. Et donc la conclusion, il s'est dit donc je suis gambien. Voilà. Donc c'est une vraie stratégie, c'est pas juste pour plaire aux Américains, pour leur dire on existe ou un angle différent. Non, c'est loin de là. C'est une stratégie de nation branding qui mise. Donc il y a un retour, j'imagine, économique qu'on attend. Surtout d'image, quoi. Parce qu'on a le cas aussi au Bénin. Donc il y a les Vaudou Days qui ont lieu. Donc c'était une célébration très traditionnelle et aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Il faut qu'on le dise. On a des concerts de stars américaines comme Ciara qui a été également appelée par le Bénin dans la même logique de naturalisation. Logique de regarder nous. Et les Vaudou Days ne ressemblent plus du tout à cette célébration de la culture béninoise, mais c'est une manière, une fenêtre pour dire voilà le Bénin existe à l'international. Mais ça dénature, je trouve, un peu. Oui, en même temps. C'est très personnel. Oui, non, ça dénature, forcément. Mais en même temps, aujourd'hui, si on faisait des Voodoo Days normales, il n'y aurait pas de retour aux racines. De tourisme international. De tourisme international, surtout les Brésiliens, c'est eux qui sont concernés, cette partie du monde, qui reviennent sur ces manifestations. Quand on fait des festivals comme ça, je pense aussi, c'est un peu comme le carnaval au Brésil ou en Espagne ou dans les pays hispanophones. En général, c'est une façon aussi de marketer les destinations, de les vendre au fait, de faire venir les touristes. Ça va au-delà de ça. Donc, mais les gens ne sont pas là en train de dire on croit aux esprits des ancêtres. C'est pour ça qu'on revient. Ils reviennent justement pour... C'est de la diplomatie culturelle. Et c'est une stratégie donc, brander assumée. les pays, absolument. Oui, tout à fait, je crois. Très bien. Et il faut vendre une histoire pour faire du marketing. Mais oui, tout à fait. Parce que sinon, après, qu'est-ce qu'on en fait c'est vrai. Du vaudou. Et justement, ce regard américain, on va dire, c'est une stratégie de beaucoup de pays africains parce qu'ils y sont pas passifs, en quelque sorte. Et d'ailleurs, autre sujet, ces derniers jours, les réactions suite à l'intervention américaine au Venezuela ont été nombreuses, parfois critiques. Et sur le continent, des vieux démons ressurgissent avec de nombreux pays qui se demandent qui sera peut-être le suivant et surtout quels intérêts se cachent derrière. C'est l'heure de notre décryptage dans Ça veut dire quoi ? Nous sommes le 3 janvier au petit matin. On se réveille tous et on apprend que Nicolás Maduro, le président du Venezuela, a été capturé par les États-Unis. Et en Afrique, la première réaction, ce n'est pas la surprise, c'est surtout une sorte de crainte parce que beaucoup se disent « et si on a pu faire ça là-bas, pourquoi pas ici ?» Et dans Mediapart, justement, le journaliste Ousmane Ndiaye met des mots sur ce malaise. Selon lui, cet épisode révèle de vieux démons très présents dans l'histoire africaine. Les ingérences, les dirigeants renversés ou arrêtés au nom de
la démocratie et les États qui, une fois fragilisés, finissent par s'effondrer. Il décrit aussi un monde actuel où l'usage de la force devient quelque part une solution politique presque acceptable. Et souvent, il ajoute qu'il y a aussi un jeu de complicité d'élites locales qui se repositionnent dès que l'ordre ancien est tombé. Et on va aller plus loin dans cette lecture avec l'analyse d'Ali Koulibaly dans Média Guinée. Il dénonce une diplomatie à géométrie variable selon les pays et surtout selon les intérêts en jeu. Une intervention militaire devient un scandale international, soit elle est une réparation démocratique. Il rappelle que l'Europe a salué l'opération américaine au Venezuela, comme elle avait salué au passé l'intervention en Libye contre Kadhafi, encore l'exfiltration du président Laurent Gbagbo par la France en Côte d'Ivoire. Et justement, Bachir, on aimerait savoir, est-ce que la crainte de beaucoup d'États africains suite à cette intervention, elle est palliée à cette diplomatie à deux vitesses. On le sait que la version d'un pays puissant comme les États-Unis qui veut défendre la démocratie passera toujours avant celle d'un pays vulnérable qui se fait attaquer. Donc est-ce qu'on va dire que la crainte, elle n'est pas aussi basée sur cet élément-là ? Moi, je pense que la crainte vient des pays qui ne sont pas stables, de manière générale. D'abord, je pense que les pays qui fonctionnent normalement n'y pensent pas, je crois. Ensuite, les États-Unis ne viendraient pas intervenir dans un pays, comme il disait, pays pourri, quoi, comme ça. C'est ce que Trump disait, on le cite. Oui, j'ai mis un truc, mais voilà, donc il viendra intervenir dans des pays pourris comme ceux dont on ne parle pas. Mais je pense que c'est plus une démarche de domination, d'intérêt économique. L'action aujourd'hui sur le Venezuela, je pense que c'est forcément pour des intérêts économiques derrière. Trump ne l'a pas caché. Il l'a pas caché. La question sur le pétrole n'est pas un mystère. D'ailleurs, il a appelé tous les producteurs américains, les pétroliers, en disant allez-y. Voilà. Donc c'est intéressé, c'est pas juste pour remettre de l'ordre démocratique. Non, c'est pas ça du tout. Donc ceux qui sont pas en démocratie peuvent dormir tranquilles, quoi. Ça les intéresse pas s'il n'y a pas d'intérêt. Ils ont des ressources. Oui, s'il y a des ressources, ils viendront, ça c'est certain. Ils peuvent venir, en tout cas. Dernièrement, il a intervenu au Nigeria en disant quoi ? Que la communauté musulmane avait attaqué la communauté chrétienne. Oui. On n'est pas dans la guerre des religions, à ce que je sache, non ? Mais en quoi ça le concerne, surtout si je peux me permettre ? Oui, même s'il était concerné, mais on n'est pas dans ces guerres-là. Sinon, pourquoi est-ce que si les autres attaquent les autres, ils ne réagissent pas ? Voilà. Peut-être ça le concerne parce qu'il a ce narratif de « je protège les chrétiens du monde ». La politique américaine est aussi très attachée à l'aspect religieux. Oui, aspect religieux, mais intérieur, mais pas extérieur. Je ne pense pas qu'il puisse quand même... encore envahir le monde avec cet argument. Cet argument, c'est trop tiré par les voilà. Je pense que sa démarche, lui, elle est plutôt business. Sa démarche, c'est d'intérêt économique. Tout ce qui peut apporter de l'intérêt économique aux États-Unis, ou à lui, ou à son entourage, il peut y aller. Donc, il n'y a pas de crainte à se faire. Ceux qui, aujourd'hui, sont un peu mal à l'aise, c'est parce que simplement, ils ne sont pas bien ou ils ne font pas bien ce qu'ils doivent faire. C'est simplement ça, je crois. Mais il y a quand même aussi un malaise aussi. On a vu, on a cette tribune publiée par le Faso, le politologue burkinabé Jean-Baptiste Guyatin. Il parle d'une rencontre aussi qui n'est pas passée inaperçue dans l'agenda diplomatique. La dernière apparition publique internationale de Nicolas Maduro, avant son enlèvement, était avec le président Ibrahim Traoré, le président burkinabé, en mai dernier à Moscou. C'était lors des commémorations de la victoire russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour beaucoup d'Africains, ce n'est pas un hasard. Donc, Bachir, est-ce que c'est paranoïa ou hasard ? Oui, c'est paranoïa, je crois. Je pense que c'est paranoïa, quoi. Je pense que le Burkina Faso, comme tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest en général, ne sont pas dans le viseur, en tout cas, des États-Unis. Je ne pense pas, pour le moment, en tout cas. Ça n'est pas dans le viseur. Cette rencontre, par contre, justement, ça a été orchestré aussi par, certainement, le président russe. Voilà, oui. Vladimir Poutine. C'est pour montrer peut-être ses partenaires dans différentes régions du monde. Justement, il voulait montrer un peu son spectre d'influence. Parce qu'il a posé Maduro près d'Ibrahim Traoré. Ce n'était pas anodin. Ce n'est pas juste une rencontre avec plein de chefs d'État. Non, c'est fait sciemment, justement pour montrer qu'il avait les ailes bien déployées de part et d'autre du monde. Et Maduro et Traoré se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent ? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Voilà, on va dire, c'est des amis aux Russes et aux Chinois. Et je pense donc l'attaque ou les attaques détournées aussi des Américains visent plutôt peut-être les deux vrais opposants
des Américains, c'est la Chine et la Russie, quoi, et justement, quand on regarde la suite, cette question, elle dépasse le Burkina Faso. Vous avez parlé du Nigeria qui a subi des frappes. Mais bizarrement, il y a, hier ou avant-hier, le Nigeria a reçu une aide militaire, des armes de la part des États-Unis pour contrer le terrorisme. Donc on ne sait plus comment analyser les choses. L'Afrique du Sud a des sanctions parce qu'elle est accusée par les États-Unis de génocide contre les Blancs. Ces deux pays, ce n'est pas les petits pays d'Afrique. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est des pays majeurs qui sont stratégiques, riches en ressources. Donc pour beaucoup d'analystes, le Venezuela, ce n'est pas un incident diplomatique, c'est pour eux le début de quelque chose, plus ou moins vers ces pays. Vous nous dites que c'est à écarter, mais il y a une insistance quand même du regard africain sur comment ils peuvent subir, on va dire, les décisions peut-être parfois inattendues de Trump sur leur territoire. Oui, parce que, si vous voulez, encore, quand on est au Nicaragua, Venezuela et toute cette partie du monde, on est encore dans les Amériques, quoi. Ça peut se comprendre, et puis c'est des routes qui vont vers les Amériques. Le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore moins le Burkina Faso ne sont pas vraiment dans ce prisme-là. Donc il ne faut pas aussi on parlait de paranoïa, quoi. Il ne faut pas aussi qu'on exagère, quoi, ce qui n'existe pas. Ce qui existe réellement, c'est ça. Maintenant, ce qu'on n'a pas compris jusque-là, c'est comment est-ce que les Américains, les États-Unis, ont décidé de frapper ce qu'ils appellent les terroristes ou islamistes, etc., quoi, au Nigeria. Ça, personne n'a compris encore, parce qu'après, 15 jours après, allez, on vous amène des armes aussi. C'est vendu, c'est donné, c'est acheté. Donc, est-ce qu'il ne crée pas une confusion, un argumentaire basé sur la défense des droits, mais derrière, il y a de la géopolitique, parce qu'on sait que l'Afrique du Sud tient tête sur quelques éléments, le Nigeria aussi, parce qu'il y avait la question d'immigration aussi, entre le Nigeria. Donc, peut-être que c'est une manière un peu de briser tout pays qui tient tête un peu, pour après asseoir une collaboration économique ou pas, pour bénéficier de l'économie de ces pays-là et de l'influence qu'ils ont dans la région. On a vu aussi que, parce que le président Trump aussi a cette approche souvent de frapper d'abord et de négocier ensuite. Il peut faire peur ou menacer et revenir. L'Iran, on a vu, il a dit à l'Iran, je vais taper, et puis il a dit, ah non, allez-y, mais je vais vous aider, etc. C'est très compliqué, ça démarche. Bon. Maintenant, c'est lui seul qui pourra expliquer comment est-ce qu'il est allé frapper les musulmans au Nigeria, et 15 jours après, il y a une transaction d'armes entre le Nigeria et les États-Unis. Mais donc ça peut dire aussi que c'était une menace d'abord, on vous dit, OK, c'est nous, et après, achetez-nous des armes, quoi. C'est une stratégie, on va dire, assumée des États-Unis. Oui. Bon, très bien, merci beaucoup, Bachir. Et pour finir, on va parler aussi d'un autre sujet qui fait la presse, un métier essentiel de la presse, qui est la caricature. Et aujourd'hui, on va rendre hommage à un grand caricaturiste de la presse marocaine, tout en revenant sur cet art si spécial. C'est parti pour la dernière partie de l'émission, ça fait réfléchir. Cette semaine, la presse marocaine a perdu Tarek Bouidar, connu sous le nom de Rick dans l'Économiste et de Carlos dans le 360. C'était un des grands noms de la caricature au Maroc et l'émotion a été très forte dans les rédactions. Dans un hommage relayé par les Échos, le journaliste Hicham Bnani écrit « Rick, tu vas nous manquer. Tu vas manquer à la presse, à ses lecteurs, à tous ceux pour qui le dessin est aussi une manière de penser le monde. » Tarek Bouidar, qui aimait et connaissait son métier, dans un entretien publié sur Maghreb Toon, Tarek Bouidar déclarait « Le caricaturiste a de plus en plus de marge de manœuvre concernant sa liberté d'expression, bien que celle-ci reste limitée. » Et donc Bachir, je sais que Tarek Bouidar, c'était un journaliste, un caricaturiste que vous connaissiez. J'imagine que l'émotion de votre côté est importante. Donc c'était l'occasion de lui rendre hommage aujourd'hui, mais aussi d'essayer de comprendre la place de la caricature dans la presse du continent, et en particulier au Maroc. Oui, bon, Rick, c'est marrant, parce que moi, je l'ai connu en 98, là, ça remonte un peu, et c'était rare, hein, ça n'existait pas, la caricature dans la presse marocaine, africaine de manière générale. Soit c'est des journaux spécialisés dans ça, mais très rarement qu'il existait on va dire, un compartiment dédié à ça. Et ça, c'est l'Économiste qui l'a L'Économiste, on le connaît, c'est la première page, il y a la caricature de... Et c'était la seule illustration d'ailleurs du journal à l'époque. C'était un journal un peu austère, carré,
voilà, des chiffres et des lettres, quoi. Mais voilà, dans des trucs, jusqu'à récemment, ça ne prenait pas de photos ni d'illustrations photos, mais que les caricatures de Rick, quoi, de Tarek, mais lui, bon, c'est dernièrement que j'ai compris qu'il s'appelait Tarek, quoi. J'ai toujours compris qu'il s'appelait Rick, quoi. Pour moi, c'est un surnom. Et alors que c'est Tarek qu'il a... voilà, ça dit tout de son art, déjà. Donc, et puis, occuper cette place-là pendant plus d'une vingtaine d'années, pratiquement, sur l'Économiste, à la une. Je pense que c'est un journal sérieux. C'est un journal sérieux, c'est pas un journal de caricature, c'est un journal sérieux, un journal économique, financier, tout ça. Donc, avoir de la caricature, avoir la place de la caricature comme forme d'information est en soi extraordinaire, je pense. Ça suffit comme hommage pour lui, qui repose en paix. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Très beau message pour terminer notre émission du jour. Merci infiniment, Bachir, pour toutes ces précisions. Et pour conclure, ça dit quoi dans la presse africaine cette semaine? Ça dit que l'indifférence face à une guerre peut cacher l'instrumentalisation de la violence comme système politique. Ça dit que l'Afrique cherche à maîtriser son image à travers les afrodescendants du monde entier. Ça dit un monde où le retour de la force militaire fait ressurgir les vieux démons de l'ingérence en Afrique. Et ça dit aussi que la caricature reste essentielle à la presse quand elle dénonce, interroge et fait réfléchir. Bref, la presse africaine, ça dit beaucoup de choses. Merci encore une fois, Bachir, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Ça dit quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à lire entre les lignes de l'actualité avec un regard bien africain.